Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Patrimoine 24 organisé ce mois-ci sur la thématique de la biodiversité. De l'essor de la gestion ESG à la montée en puissance des gestions thématiques comme celles liées à la transition énergétique, les dernières années ont montré que le monde de la finance avait un rôle à jouer en matière de durabilité, mais surtout que l'investisseur pouvait s'y retrouver. Nous nous intéresserons justement à une des branches de toutes ces thématiques environnementales, désormais disponibles dans la sphère financière, à savoir la biodiversité. C'est tout l'enjeu de ce webinaire que nous nous apprêtons à démarrer avec trois intervenants experts dans ce domaine. Donc, Alvaro Ruiz Navarras, vous êtes gérant analyste chez Tocqueville Finance, vous êtes diplômé d'un doctorat en économie de l'Université de Manchester. Vous avez débuté votre carrière en 2001 en tant que consultant en développement de systèmes financiers Seguiz, avant de rejoindre Fortis en qualité d'analyste en 2007. En 2009, vous rejoignez BNP Paribas pendant 2 ans en tant qu'analyste, puis gérant de portefeuille. Vous êtes spécialiste des secteurs énergie et utilities. Vous êtes notamment en charge de 2 fonds responsables axés sur la transition énergétique. Et vous avez rejoint Tocqueville Finance en 2021. Bonjour Alvaro. Et bonjour Guillaume. Voilà, Nicolas Benetton, vous êtes CFA, Senior Client Portfolio Manager chez Robeco. Vous êtes spécialiste des thématiques durables au sein des équipes d'investissement de Robeco et vous êtes en contact avec des clients institutionnels ou des distributeurs à l'international. Avant de rejoindre Robeco, vous avez travaillé en tant qu'analyste de fonds durables entre 2011 et 2014 au département Fund et Asset Management de Fitch en France et analyste du département Report and Engineering chez BP2S. Vous êtes titulaire d'un Master de Banque Finance de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas et vous êtes CFA Charter Holder. Vous avez rejoint Robeco en 2015. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et enfin Emmanuel C. Emmanuel, vous êtes responsable des gestions actions chez Swiss Life Asset Manager France. Vous avez pour mission d'accompagner le déploiement de la gamme actions et notamment les 3 fonds thématiques à impact, biodiversité, climat et green building et infrastructure. Vous disposez de plus de 10 ans d'expérience dans la gestion d'actifs avec un parcours international. Vous avez débuté votre carrière chez Bank of China, puis rejoint Amundi. Vous avez évolué à différents postes de 2014 à 2021. Depuis 2021, vous êtes gérante action thématique globale. Vous avez été, gérante action thématique globale chez CPR Asset Management dans le groupe d'Amundi, dédié aux solutions impact, notamment climatiques et environnementales. Vous êtes diplômé d'un master spécialisé en finance et en psy, titulaire de 2 licences en chinois ainsi qu'en japonais, bravo, à l'Institut national des langues orientales. Voilà, écoutez, merci à tous les trois d'être là pour nous éclairer sur ces thématiques de manière générale, tout ce qui va être lié à ESG, ISR, et plus particulièrement aujourd'hui sur la thématique de la biodiversité. Alors peut-être une première question à Alvaro pour Tocqueville Finance. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment Tocqueville Finance appréhende le thème de la biodiversité au sein de votre maison? Oui, bien sûr, merci Guillaume. Bon, la thématique de la biodiversité, elle n'est pas nouveau chez Tocqueville Finance et la Banque Postale Asset Management. En fait, LBPAM a lancé son premier fonds thématique en 2008. Et vous savez, à l'époque, les investissements ISR furent plutôt niche. Donc, pour faire ça, en fait, nous avons dû créer une espèce de taxonomie propre à nous pour bien comprendre les enjeux, voir les thématiques, etc. Et après, bien sûr, on a continué à évoluer avec plusieurs initiatives, comme par exemple en 2020, nous avons commencé à faire les démarches en faveur de la biodiversité en 2021. Nous avons en fait signé la Finance for Biodiversity Pledge. Et bon, c'est justement en 2021 que nous avons commencé à travailler sur les fonds biodiversité dont on va parler et qui a été finalement lancé le 15 novembre 2022. Donc, c'était vraiment un long process, mais bon, bien sûr, la durabilité, l'environnement était toujours au centre de la stratégie de LBPAM et Tocqueville Finance. Très clair, merci, merci Alvaro. De votre côté, Nicolas, chez Robeco, voilà, c'est aussi un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez une expertise sur cette thématique de la biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu la genèse et pourquoi avoir choisi de spécialiser un fonds sur cette thématique? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le sujet n'est pas nouveau ni chez Robeco, ni dans la communauté des investisseurs, parce que la dégradation des écosystèmes, de manière générale, est à l'œuvre depuis de nombreuses décennies. Et donc, c'est devenu un des sujets majeurs liés à l'environnement. Et c'est un sujet qui est assez bien documenté, c'est-à-dire qu'on a déjà énormément de données, d'études, etc. Mais
on va dire que la biodiversité a longtemps été considérée comme une problématique assimilée au climat en général. Et donc, les problématiques liées Je au pense que c'est climat. intéressant effectivement de bien resituer qu'est-ce qu'on entend quand on parle de biodiversité. Oui, oui. Voilà, absolument. Donc ça, je pense que c'est plutôt bien compris. Et d'ailleurs, dans nos discussions, on aura le temps d'en parler. On a assez peu finalement à rappeler le pourquoi ou le comment. On peut aller directement à la façon dont Robeco a abordé cette problématique. Mais donc, la création d'un fonds, elle nous est venue sur la base du constat que la biodiversité n'était pas une simple extension finalement du climat. Et en ça, la taxonomie européenne nous a aidés. Elle nous a pas toujours aidés, nous aide pas toujours, mais dans les différentes problématiques abordées, on voit que la biodiversité est abordée en tant que telle à côté de la pollution, de l'eau, de l'économie circulaire et du climat. Vous voyez que j'ai bien appris ma leçon. Et donc, le constat important pour nous en tant qu'investisseurs, c'était vraiment de faire le lien entre la préservation et la restauration de la biodiversité et les enjeux de l'activité économique. Je pense qu'il est assez communément admis que plus de la moitié de notre croissance économique repose sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Donc, pour nous, c'était un sujet extrêmement pertinent pour les investisseurs et je dirais que beaucoup de conditions étaient réunies. Pour nous, et très rapidement, il faut 3 ingrédients vraiment pour qu'une thématique d'investissement puisse être valable, c'est-à-dire qu'il nous faut une prise de conscience de la société, on y est, que la réglementation la soutienne, ça commence, et aussi qu'on y voit de l'innovation. Donc, à partir du moment où on avait ces 3 ingrédients réunis, l'ensemble des parties prenantes, régulateurs, gouvernements et entreprises réunies, il nous a semblé que c'était le bon moment pour ajouter un fonds à notre gamme qui n'en comptait que 6 sur 20 ans, c'est pas énorme. Mais là, il nous semblait vraiment que le moment était le bon et que donc la création d'un fonds se justifiait. Très bien. Emmanuel, pour chez Swiss Life, vous, quelle est votre approche autour de ce sujet de la biodiversité? Alors concrètement, nous avons lancé notre fonds biodiversité en août 2021. Il s'agit du premier fonds au monde en action globale listé dédié à la thématique de la biodiversité. Donc concrètement, notre rôle en tant qu'investisseur, c'est vraiment d'évaluer entreprise par entreprise comment ces critères de respect de la biodiversité sont réellement intégrés. Donc, ça passe tout d'abord par l'exclusion des entreprises à impact négatif, dont l'activité contribue directement à dégrader nos écosystèmes marins et terrestres. Mhm. Il s'agit également d'investir dans des sociétés qui proposent des solutions contribuant à réduire la pollution, à améliorer la qualité de l'eau ou alors à réduire la production de déchets, notamment par la prévention et le recyclage. Et nous nous basons également sur le cadre des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, et notamment donc les objectifs 14 et 15 qui sont dédiés à la vie sous-marine et terrestre, ainsi que l'objectif numéro 12 qui est vraiment relatif à l'économie circulaire. D'accord, bien sûr, ouais, très bien, très clair. Alvaro, rentrons un petit peu plus dans le concret. Donc, je crois que finalement vos 3 maisons ont lancé des fonds sur cette thématique-là chez Swiss Life il y a quelques semestres maintenant. Mais néanmoins, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous, chez Tocqueville, quels sont vos leviers, comment est-ce que vous êtes organisé, comment est-ce que vous avez structuré l'équipe, comment est-ce que vous analysez, vous identifiez des sociétés, enfin voilà, quels sont les leviers dont dispose l'équipe pour choisir des entreprises qui pourront intégrer vos portefeuilles? Votre micro, Alvaro. Parfait. Je pense, bon, maintenant vous m'entendez. Très bien. Bon, et merci. C'est une question assez importante parce que nous, avec ces fonds, on a voulu créer en fait un fonds qui était basé sur la science et sur la compréhension qui existe sur la perte de biodiversité au monde maintenant. Et c'est comme ça en fait que nous avons pris un peu de temps pour bien comprendre que, bon, il y a cette cadre d'analyse scientifique qui parle des 5 points de pression sur la biodiversité, que, bon, que l'activité humaine exerce sur la biodiversité. Là, on peut parler de l'espèce invasive, la pollution, la dégradation
des habitats naturels et la surexploitation des ressources et aussi du changement climatique. Et c'est un facteur assez important. Mais nous, on ne voulait pas créer un fonds qui était trop similaire à notre stratégie de transition énergétique, des changements climatiques. Alors, à la fin, nous avons décidé de nous concentrer sur 4 points de pression. Alors, nous avons exclu les changements climatiques là pour avoir une stratégie qui était plutôt complémentaire à ce qu'on avait déjà. Et bon, comme j'ai déjà évoqué, nous avons cette taxonomie propre à nous avec quelques thématiques là. Et nous avons pu voir que, bon, selon notre analyse d'investissement durable et avec plusieurs thématiques, il y avait 4 thématiques qui correspondaient à ces 4 points de pression. Et là, on peut parler de l'agriculture et alimentation soutenable, l'économie circulaire, les bâtiments verts et les services et solutions environnementaux. Donc, nous avons commencé par là et après, nous avons fait une analyse par secteur et sous-secteur économique pour voir les liens, les dépendances, les impacts entre l'une et l'autre. Et nous avons en fait choisi que 21 sous-secteurs économiques sur 140 qui existent pour être éligible dans ces fonds. Alors, pour être éligible dans ces fonds, il faut qu'une société a au moins 20% de leur chiffre d'affaires dans un de ces sous-secteurs qui ont un impact assez important sur la biodiversité. Et bien sûr, nous avons exclu tous les restes par 2 raisons principalement. Les 2 raisons sont que les secteurs ou sous-secteurs n'est pas pertinent pour la biodiversité. Là, on peut voir des secteurs comme les télécommunications, par exemple, ou que les secteurs exercent des pressions structurellement négatives sur la biodiversité. Et là, on peut parler des industries d'extraction principalement. Oui. OK. Alors, nous avons construit notre univers d'investissement comme ça. Et bien sûr, après, bon, comme, comme tu as demandé, en fait, Oui. nous utilisons en fait 4 leviers. Donc, nous avons déjà parlé de l'exclusion. Bon, bien sûr, là, on va nous concentrer que sur les sous-secteurs qui sont pertinents pour la biodiversité. Et après, on va avoir principalement 2 leviers qui sont la sélection des solutions, donc les sociétés qui vont aider à amoindrir la pression de l'activité humaine sur la biodiversité D'accord. et l'engagement. Là, parce qu'on reconnaît qu'il y a des sociétés diversifiées qui ont des activités qui ont un lien important avec la biodiversité, mais dans ces autres activités, il y a bon, des divisions qui peuvent s'améliorer. Et c'est D'accord. justement là qu'on veut engager les sociétés. Mhm. Et bon, notre 4e levier, c'est l'utilisation d'une mesure quantitative de ce qu'on appelle l'empreinte biodiversité, qui s'est donnée par les Global Biodiversity Score. C'est une mesure développée par CDC Biodiversité Carbone 4, qui Mhm. s'appelle les MSA.ppb étoile. Bon, je pense que c'est Technique. évident de ces normes, c'est ce que la mesure montré. Bon, D'accord. non, bien sûr, je rigole. Non, c'est une mesure de la densité de la biodiversité sur un terrain, soit terrestre et soit aquatique. Et on va utiliser cette mesure en fait pour calibrer les positions que nous avons dans les fonds. D'accord. Donc, Très bien. c'est comme ça qu'on va construire les fonds. Ok, Alvaro. De votre côté, Robeco, donc vous aussi, vous avez lancé un fonds récemment, me semble-t-il, sur la thématique de la biodiversité. Alors voilà, de manière une question un petit peu analogue, comment est-ce que vous avez structuré l'équipe? Comment est-ce que vous allez screener la cote pour identifier les sociétés qui pourront intégrer ces portefeuilles? Est-ce que vous utilisez un petit peu les mêmes outils qu'évoquait Alvaro ou pas? Enfin voilà, qu'en est-il chez Robeco? Ouais, je pense qu'on a un certain nombre de points communs effectivement avec ce dont Alvaro parlait pour Tocqueville. Alors le premier point, c'est effectivement l'équipe. C'est-à-dire que si quelque part on ambitionne de préserver les ressources sur la planète, il faut aussi nous qu'on préserve nos ressources en gestion chez Robeco. Donc la première décision prise, ça a été de recruter un gérant. Les gérants en thématique durable étant bien occupés déjà, donc on a recruté quelqu'un d'expérimenté
en gestion. Et on a donc un binôme pour gérer ce fonds, puisque un analyste senior est devenu aussi le co-gérant de cette solution. Donc, il nous a semblé très pertinent de mettre ensemble un gérant très expérimenté en action internationale avec un spécialiste sur ces questions de la biodiversité. Voilà, donc on juge qu'on a un couple aujourd'hui très complémentaire qui fonctionne très bien ensemble. Le sujet est quand même relativement nouveau pour nous tous. Donc, il était important pour nous de vraiment d'assembler ces deux expertises. Et je rejoins assez donc ce qu'a dit Alvaro précédemment et ce que j'avais dit aussi lors de ma première intervention sur le besoin de différenciation. C'est-à-dire qu'on a créé 7 fonds sur plus de 20 ans. On cherche pas à créer le fonds du moment. On n'ambitionne pas d'avoir 25 fonds thématiques différents avec des durées de vie limitées. Quand on crée un fonds, c'est qu'on estime qu'il y a des chances de succès à long terme. Et donc, il nous paraissait important de différencier ce fonds biodiversité du reste de la gamme existante, de notre gamme, mais aussi des investissements existants de nos clients. Donc, on est parti du constat que sinon tous nos clients étaient déjà équipés quelque part en investissement, soit avec un fonds global environnement, soit sur des fonds comme chez nous, sur du sustainable water, du smart materials ou du smart energy. Donc, pour se différencier, ça tombait bien. On a regardé quel était le classement des principales menaces sur la biodiversité. Il se trouve que le changement climatique ne fait pas partie des 5 premières causes de disparition des espèces. Donc, quelque part, ça nous a aussi conforté dans notre choix, vraiment de créer un produit qui apporte véritablement quelque chose encore une fois, pour des clients qui auraient déjà du smart energy ou du circular economy chez nous, et comme indiqué par la taxonomie, encore une fois. Vous voyez, on la cite quand ça nous arrange. Et le dernier point, là aussi, je rejoins ce qui a été dit plus tôt, c'est que on a dû élargir un petit peu notre approche thématique traditionnelle qui est très centrée sur ces fameux enablers, encore un terme validé par la taxonomie, c'est-à-dire que traditionnellement, chez Robeco en Suisse, on a investi sur des apporteurs de solutions. Il se trouve que dans le cas de la biodiversité, c'est comme dans le cas de l'économie circulaire d'ailleurs, c'est pas toujours possible, ou alors l'impact potentiel serait trop faible. Donc, on a élargi un petit peu avec ces entreprises qui, par leurs propres opérations, peuvent aussi limiter la perte de biodiversité. Donc, on a ajouté un profil un petit peu différent par rapport à nos autres fonds thématiques, sous le constat très simple que finalement, quand on a une faible empreinte biodiversité, on peut générer qu'un faible impact. C'est exactement ce qui a été dit avant. Et je pense qu'on est pas mal à partager ce constat. Donc, quelque part, on est aussi allé chercher des entreprises dont l'empreinte est importante pour dialoguer avec elles. Donc, on ambitionne à terme de mener un dialogue actionnarial avec environ un quart des entreprises investies. Pour vous donner une idée, on en a 40 actuellement. Donc, ça veut dire que on ambitionne de mener un dialogue actif spécifique à la biodiversité pour 10 de ces entreprises que nous détenons en portefeuille. Donc, un fonds un petit peu plus large dans le profil de société par rapport à nos autres fonds thématiques. Merci Nicolas. Alors Emmanuel, est-ce que vous vous retrouvez, vous, chez Swiss Life, sur ce qui vient d'être évoqué? Alors vous avez sans doute un retour d'expérience peut-être à apporter. Ça fait un peu plus d'un an, bientôt 18 mois que votre fonds existe. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme clé finalement, alors sans trahir de secret d'alcôve s'il devait y en avoir sur votre gestion, mais voilà, votre retour d'expérience chez Swiss Life, c'est quoi alors? Tout à fait. Donc, comme vous l'évoquiez, nous avons lancé notre fonds il y a près d'un an et demi maintenant. Ça passe vite. Donc, ce que je peux dire, c'est que concrètement, le gisement, la profondeur de marché peut sembler de prime abord plus limitée que sur le climat. Mais vraiment, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous constatons vraiment concrètement un accroissement du nombre de sociétés qui se tournent vers cette lutte contre la perte en biodiversité de plus en plus en fait. Et on retrouve vraiment petit à petit l'écho de cette prise de conscience générale. On parlait tout à l'heure de la prise de conscience générale. Ça se traduit concrètement au sein des sociétés sur la préservation de nos écosystèmes. Donc, on considère concrètement que notre rôle d'investisseur, c'est vraiment de soutenir activement cette thématique. Alors concrètement, notre portefeuille présente quelques biais marqués. D'un point de vue sectoriel, nous sommes principalement exposés sur les industriels, les matériaux et les services aux collectivités. D'un point de vue géographique, nous retrouvons également certains biais.
donc avec une surexposition par rapport à l'indice MSCI World sur l'Europe, sur le Japon et l'Asie hors Japon. Et concernant la répartition par capitalisation, nous avons un biais plutôt sur les moyennes capitalisations. Après, concrètement, par exemple, l'archipel japonais, par exemple, de par sa position géographique, est historiquement tourné vers l'océan. Donc, de fait, on retrouve de multiples sociétés japonaises spécialisées dans la protection de l'écosystème marin, et que ça soit via des nouvelles solutions, via la réduction active sur les microplastiques, via la réduction de la pollution et de l'infiltration des résidus chimiques ou encore pharmaceutiques dans les sols, etc. Donc, on retrouve vraiment en fait tout ce prisme de protection vers vers l'écosystème marin au Japon. Et d'ailleurs, ça se traduit notamment par les nombreuses initiatives et les associations qu'on peut retrouver au Japon sur toute la protection du milieu maritime. Donc ça, c'est au Japon. En Europe et aux États-Unis, les sociétés sont davantage tournées vers la lutte contre la pollution à travers, par exemple, la préservation des écosystèmes terrestres ou encore en eau douce. Et l'Australie, quant à elle, est davantage tournée vers l'économie circulaire, donc avec des sociétés spécialisées dans le recyclage des métaux, par exemple, donc réduisant d'une part l'infiltration toxique induite dans les sols et les rivières, etc., donc par les sociétés en amont, et d'autre part la remise sur le marché de nouvelles matières premières, en quelque sorte. Donc c'est un petit peu les différentes zones et les différents prismes que nous constatons. Très bien, merci Emmanuel. Alvaro, chez Tocqueville, est-ce que vous pouvez nous refaire un petit focus aussi sur cette thématique-là, l'univers d'investissement du fonds que vous avez créé spécifiquement sur la thématique de la biodiversité? Micro, micro. Merci. Bon, oui, comme j'ai déjà évoqué, bon, les premiers pas pour créer l'univers d'investissement, c'était vraiment d'avoir une fondation scientifique solide, vraiment, et bien faire les matchs avec la manière comme nous, tant qu'investisseurs, pensent sur les différents secteurs d'activité économique. En fait, et de trouver les liens, les types d'impact qui existent entre l'un et l'autre. Et bien sûr, pour ça, bon, moi et mon co-gérant Mehdi, on n'est pas tout seul. Nous travaillons avec une référent biodiversité de notre équipe qui s'appelle Solution ISR, qui est dédié à regarder cette thématique, en fait, et que maintenant elle est à la COP 15 à Montréal pour justement discuter la biodiversité. Et avec elle, on a pu en fait faire un scoring des différents types d'activités économiques, des différents types de sociétés pour justement voir et comment est-ce qu'on peut limiter les pressions de l'activité humaine pour la biodiversité, parce qu'en fait, c'est justement ça l'objectif du fonds. Je parlais tout à l'heure de cette mesure d'empreinte biodiversité, mais cette mesure, pour l'instant, couvre que 2800 sociétés, mais notre univers de départ, qui c'est un composite entre les MSCI ACWI et les MSCI World Small Cap, a plus de 7500 sociétés. Donc ça serait déjà impossible de comparer l'empreinte biodiversité de notre fonds avec celui de son indice. Donc c'est pour ça que nous avons fait aussi un effort de, de quantifier et de qualifier les sociétés d'un point de vue biodiversité. C'est comme ça, en fait, qu'on a pu trouver un univers d'investissement qui a une forte empreinte dans les pays plutôt développés, mais qui est aussi présent dans les pays de l'Asie émergents, notamment. Donc, à la fin, c'est un fonds multisectoriel, bien sûr, avec les exclusions claires, comme j'évoquais, les télécommunications ne sont pas inclus, les financiers non plus, les activités d'extraction, etc. Mais qui a aussi la possibilité d'investir à niveau global. Donc, C'est clair. c'est comme ça qu'on a pu vraiment créer notre univers d'investissement.
Ok, même question finalement, Nicolas, hein, pour Robeco. À quoi ressemblent vos portefeuilles? Les grandes masses, c'est quoi? Et quelles sont les pistes de développement sur lesquelles vous travaillez? Ouais. Donc, dans notre univers d'investissement, on compte aujourd'hui 230 noms qui ont été vraiment choisis un par un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu chez nous de composante top-down ou de réflexion par secteur. Si vous voulez, dans les grandes lignes, on a divisé, comme toujours, notre univers en 4 catégories, 3 sur les différents écosystèmes et une dernière catégorie liée plus aux produits, à la consommation en aval de la chaîne de valeur qui, quelque part, aura un impact indirect sur la biodiversité et sur les 3 autres écosystèmes. Donc, le secteur le plus représenté dans l'univers comme dans le portefeuille, c'est la consommation courante. Ce que nous, on trouve assez intéressant pour un fonds thématique, c'est un secteur qui n'est pas toujours facile à aborder, surtout sous l'angle du développement durable, comme c'est le cas exclusivement chez nous. On a aussi un prisme peut-être un peu plus prononcé vers les small et mid cap. C'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on détienne énormément de méga cap. Alors, on en a une ou deux, justement parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, qui dit empreinte forte dit potentiellement aussi impact positif important. Mais je pense que c'est pas là qu'on nous attend et c'est pas là qu'un fonds thématique doit s'orienter. Donc, on a fait le choix de s'orienter plutôt vers des capitalisations entre 2 et 50 milliards de dollars. C'est généralement là qu'on trouve les meilleures idées. Comme je le rappelais aussi, donc beaucoup de noms qu'on ne trouve pas dans nos autres portefeuilles. J'espère pas trop dans les autres sur le marché non plus. Mais ça tient vraiment au fait qu'on a fait ce travail spécifique sur la biodiversité, qu'on n'a pas pris un univers global equity et qu'on a regardé ce qui pouvait correspondre avec la biodiversité. On est vraiment parti de la biodiversité, on a regardé quels étaient les acteurs qui y contribuaient le plus. Donc, un portefeuille avec, on espère vraiment une exposition assez pure à la problématique. Et pour répondre à votre question sur les pistes de développement, très nombreuses. L'inverse m'aurait étonné. Oui, ce serait pas drôle si tout était déjà fait. Deux domaines que je mentionnerais, c'est la mesure d'impact. On n'est pas persuadé, nous, qu'il existe une mesure pertinente pour le portefeuille. Donc, on regarde bien évidemment ce qui se fait sur les MSA, etc. On a des partenariats en place avec des sources de données externes. C'est très intéressant, mais assez incomplet pour nous et pas forcément très adapté aujourd'hui à une approche thématique de ces fameuses enablers. Donc, c'est tout à fait valide, mais on a décidé de prendre notre temps. Je sais que on a parlé déjà à énormément d'investisseurs dans le monde entier de ce produit. Tous voudraient qu'on parte déjà dès le premier jour avec des mesures d'impact, qu'on appuie sur un bouton et que ça y est, on ait démarré la restauration de la biodiversité. Ça va être un travail de longue haleine, de long terme. Donc, on va prendre notre temps pour développer les mesures qui nous semblent les plus adaptées. Et la deuxième piste, c'est le dialogue actionnarial, justement. Il se trouve que la biodiversité, c'est un sujet dans lequel Robeco est impliqué vraiment en tant qu'entreprise et aussi de manière plus large que le lancement de ce fonds. On a là aussi un partenariat avec une ONG à l'international qui nous aide justement à avancer sur le développement de données pertinentes, aussi à adapter vraiment les sujets de discussion avec les entreprises. Donc tout ça sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup et il y a beaucoup de ressources chez Robeco dédiées à tout ça. Et on se servira bien évidemment du fonds en particulier, qui est peut-être le premier d'une série, on ne sait pas encore, sur la biodiversité. Okay, merci Nicolas. Alors chez Swiss Life, Emmanuel, chez vous, donc on l'a vu, hein, la thématique de la biodiversité révèle beaucoup d'opportunités évidemment, mais sans doute aussi un certain nombre de défis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous avez analysé de votre côté? Tout à fait. Alors, on le mentionnait tout à l'heure, hein, on est actuellement en pleine COP 15 qui se déroule donc à Montréal actuellement. L'enjeu, hein, concrètement, ça va consister à adopter, hein, le cadre de biodiversité globale post-2020. Hein. Donc concrètement, ça revient à définir des objectifs communs à horizon 2050 avec un point de passage en 2030. Hein. Donc l'ambition, hein, de cette COP, hein, c'est vraiment de reproduire pour la biodiversité, je dirais, l'effet mobilisateur de la COP 21 qui avait débouché sur l'accord de Paris en 2015. Hein. Donc, il y avait eu tous les objectifs de réduction des émissions à effet de serre, limitation des températures, etc. Donc,
Concrètement, aujourd'hui, on a quand même une assez bonne cartographie des impacts et des dépendances sur les activités, les secteurs, et cetera. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, encore une fois, de comprendre les activités des entreprises et leur sensibilité vis-à-vis de la biodiversité. Donc, certes, les difficultés sont là, elles sont présentes, pour harmoniser les données Ouais. disponibles, la qualité des données, et cetera. Définir des objectifs, cohérents au niveau international. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que l'intérêt, des investisseurs pour la biodiversité, il est réel, et il est encouragé, en tout cas au niveau européen. On a la directive CSRD, qui va rentrer en vigueur le 1er janvier 2024 et qui va constituer un catalyseur important, donc avec l'harmonisation des données extra-financières pour globalement publiées par les entreprises européennes. Les investisseurs sont également incités, je dirais, à se tourner vers des fournisseurs, on en parlait tout à l'heure, des fournisseurs d'informations plus expérimentés ou plus spécialisés. Et le dernier point, bien sûr, ce sont les ONG et les associations, qui font vraiment partie intégrante, de ces nouveaux partenaires potentiels. En France, on peut citer également la loi énergie-climat avec l'article 29, donc on n'est pas oublié en France. Donc c'est vraiment dans cette perspective que nous pouvons dire que les sociétés qui sont positionnées sur ce segment constituent et constitueront de réelles opportunités d'investissement. Donc, comme je l'ai pu évoquer précédemment, le gisement, il est certes plus limité que pour le climat, Mm. mais encore une fois, la perte en biodiversité constitue l'un des principaux dangers auxquels nous sommes confrontés. Donc, par nous, je parle de l'humanité tout Bien sûr, entière, si on se base bien sur sûr. le World Economic Forum. Ouais, d'accord. Mais écoutez, c'est très clair. Je ne doute pas que c'est une thématique qui saura trouver sa place dans la construction de portefeuille des clients, des professionnels du patrimoine qui nous écoutent. Une dernière question que je vais vous poser à chacun. Est-ce que vous pouvez juste me redonner le nom du fonds dans lequel on peut retrouver cette expertise-là, et puis peut-être nous préciser l'article SFDR auquel il appartient à Alvaro, en mettant votre micro. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, merci. Bon, les fonds s'appellent Tocqueville et Biodiversity ISR et c'est article 9. Très bien. Nicolas, chez Robeco? Ouais, chez nous, le fonds est le Robeco Sam Biodiversity Equities. Il est aussi article 9, comme l'ensemble de notre gamme thématique durable. Merci Nicolas. Et enfin Emmanuel, chez Swiss Life? C'est Swiss Life Biodiversity Fund, donc article 9 également. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois. Je ne doute pas que les professionnels du patrimoine qui nous écoutent sauront contacter les équipes de distribution de chacune de vos maisons pour avoir de plus amples informations sur ce fonds, notamment en ce qui concerne le référencement auprès des plateformes et des acteurs auprès desquels ils ont l'habitude d'aller se fournir. Merci à tous les trois pour ces éclairages sur cette thématique, et puis à vous tous qui nous écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire Patrimoine 24.